et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes. Et donc le but de cette vidéo va être très simple, c'est de tout simplement réaliser un exercice type bac sur l'utilisation du nombre complexe en géométrie. Alors donc, je vais vous proposer ici un exercice type bac, et notamment ça pourrait être l'utilité de cet exercice type bac, vous allez voir, c'est d'apprendre à utiliser un certain nombre de propriétés qu'on a vues en géométrie pour les complexes. Ok, donc cette vidéo, je vous préviens, risque d'être un peu longue. Donc voilà, j'espère que vous avez du temps un petit peu à y consacrer. Prenez un popcorn, mettez-vous bien et puis on va tout de suite démarrer. Alors ça, bon, je vous avoue, le sujet est un peu vieux, il date de 2011, mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Alors déjà, première chose, vous allez me dire, mais d'où j'aurais ça à prendre un sujet bac qui vous parle de complexe. Alors tout simplement, il faut le savoir qu'en fait, les nombres complexes, bien avant que ça devienne un truc que l'on fait en maths experte, avant, les nombres complexes s'inscrivaient parfaitement dans le programme de terminale tronc commun en mathématiques. Bon, bien évidemment, ce n'est pas vrai pour tous les bacs. Encore une fois, c'était seulement vrai pour le bac scientifique. Donc à l'époque, quand vous faisiez un bac S, parce qu'à l'époque, oui, vous n'avez pas bac spé maths physique, bac spé art plastique maths, bac spé HLP SBT. Non, à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, c'était, vous faites un bac S avec, vous avez forcément des maths de la physique, de la SBT. Après, c'est vous qui pondérez plus ou moins vos heures en choisissant de vous spécialiser dans l'une de ces trois matières que je viens de citer. Et donc, quand vous vous spécialisez dans une de ces trois matières, à l'époque, ça vous faisait 2 heures en plus. Et donc, ça remontait le coefficient de 2 au baccalauréat. Et vous avez même un exercice spécifique à ça. Et donc, à l'ancienne, l'option mathématiques experte, c'est tout simplement l'équivalent de l'aspect maths. Ok, enfin, l'option mathématiques experte, je le refais, qu'aujourd'hui on connaît, à l'ancienne, c'était aspect maths de l'époque. Ok, oui, bon, je sais, c'est un peu bizarre les définitions de spécialité, tout ça, mais voilà, c'est comme ça que c'était auparavant. Donc, je vous dis tel que ça a été par le passé. Alors, du coup, le but de la vidéo, vous allez voir, c'est de réaliser un exercice type bac pour voir un petit peu comment s'utilisent les nombres complexes dans le cadre de la géométrie. Donc, c'est parti, mon kiki. On va démarrer tout de suite avec la première question. Donc, première question. Donc, on dit que le plan complexe est muni d'un repère orthonormé OUV. On prendra donc 2 cm pour unité graphique et on appelle J le point d'affixe I. Ok. Donc, moi, tout de suite, ce que je me dis tout de suite, ce que je peux me dire, c'est je vais déjà tracer mon repère et je vais placer ce point I. Puisqu'en effet, la première question dit qu'on considère A, B, C et H les points d'affixe respectifs. A égale moins 3, moins I, B d'abscisse égale moins 2 plus 4i, C égale 3 moins I et H égale moins 2. Donc, ce que je vous propose là pour répondre à cette question, c'est tout simplement dans un premier temps de représenter ce plan complexe. Donc, maintenant qu'on a, là je vous ai recopié tous vos points, j'ai donc fait pareil le plan complexe et on va placer ensemble chacun des points. Donc, pour ceux qui auraient oublié comment placer les points dans un plan complexe, l'idée c'est de repérer l'abscisse et l'ordonnée comme dans le plan réel. Et donc, l'abscisse va se repérer par la partie réelle du complexe. Donc ici, par exemple, pour le nombre A, c'est moins 3. Donc là, je regarde sur l'axe des abscisses, je vais me déplacer de moins 3. Donc là, moins 1, moins 2, moins 3. Ensuite, pour l'ordonnée, du coup, pour placer l'ordonnée dans le plan complexe, et pareil, je vais regarder le nombre qui est devant I. C'est-à-dire, il y a un moins devant. Donc quand j'ai un moins tout ça devant I, ça fait moins 1. Ok, donc là, en abscisse, j'ai dit moins 3. En ordonnée, j'ai tout simplement moins 1. Donc en fait, mon point C, je vais le faire assez proprement. Ses coordonnées, c'est moins 3, moins 1, si on était dans le plan réel. Donc en gros, mon point C, si je le fais bien, mon point A, pardon, si je le fais bien, il est quelque part ici. Ok, voilà, il est là. Voilà, donc ça, c'est mon point C, nickel. Mon point A. Maintenant, on fait pareil pour point B. Donc pour point B, du coup, c'est moins 2 plus 4i. Donc là, je vais repérer l'abscisse. L'abscisse ici, c'est moins 2, c'est la partie réelle. Moins 2, c'est là. Et après, plus 4i. Donc là, c'est le nombre qui est devant i, c'est 4. Donc du coup, j'ai moins 2 et je monte de 4. Donc ça va me donner le point qui est tout en haut. Ok, comme celui-ci là, que je vais vous placer. Ok, moins 2. Voilà, c'est sûr. Donc ça, c'est le point B. Ensuite, le point C, c'est 3 moins I. Ok, donc en abscisse, j'ai 3 ce coup-ci. Et en ordonnée, j'ai moins I. Donc en fait, c'est le point qui est symétrique à A par rapport à l'axe des ordonnées. Donc c'est ce point-là. Ok, que je vais placer au crayon papier. Donc ça, c'est le point C. Ok. Enfin, parce qu'en fait, là, ces deux complexes-là, ils sont conjugués l'un de l'autre aussi, si vous remarquez bien. Ensuite, j'ai point H. Donc, point H, les coordonnées, c'est juste moins 2. Donc, moins 2, il est là. Magnifique.
Et je termine le point J, c'est le point coordonné I. Donc I, c'est là. Donc ça, c'est J. Après, pareil, comme le dit et le souligne l'exercice, bah, cette figure, on la complétera au fur et à mesure des questions. Donc la suite de l'exercice nous permettra de placer la suite des points. Ok, le reste des points qui nous reste à placer. Donc deuxième chose, montrer que le point J, tout simplement, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Et donc préciser le rayon de ce cercle C. Alors là, c'est la même question que je donne parfois à mes secondes. Enfin, à mes secondes. En tout cas, la même question que je pourrais donner en seconde lorsqu'on fait ça avec des vecteurs. Ok, lorsqu'on fait ça avec des vecteurs ou des longueurs. Sur la chaîne, je crois pas, j'avais eu encore l'idée de cet exo. En tout cas, récemment, quand j'ai pu aider une personne en seconde sur ce thème-là, donc des vecteurs, des normes, tout ça, et bah, j'avais l'idée à un moment de cet exo. Et donc ça, c'est un exo très typique, non, vous avez déjà dû faire en seconde. Donc, vous avez votre point J, il faut montrer que le point J, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc déjà, rappelons ce que c'est que le cercle circonscrit un triangle. Pour ça, je vous montre ça en image, parce que ça, on l'a vu en cinquième, d'un point de vue géométrique, ce que cela signifie. Donc le cercle circonscrit un triangle, c'est tout simplement le cercle qui va couper les 3 points du triangle, enfin qui va couper le triangle en ces 3 sommets. Ok, ça c'est le cercle circonscrit, à ne pas confondre avec le cercle inscrit. Ok, le cercle inscrit, c'est le cercle qui va toucher chaque sommet du triangle en un point. Là, enfin, chaque côté du triangle en un point. Là, on touche chaque sommet du triangle en un point. Ok, vous voyez. Donc en gros, vous avez le cercle circonscrit, dont le centre est J. Il faut montrer que tout simplement, et bah ça, ce cercle circonscrit, il passe par les points J, enfin il passe par le point A, B et C. Alors là, peut-être c'est normal qu'il y ait un petit décalage, c'est-à-dire je n'ai pas été très précis quand j'ai placé le point B. On va le refaire bien. Il y a dû avoir un petit décalage, ça arrive. Voilà, il y a dû avoir un petit décalage, j'imagine. Mais normalement, si on le fait sur un logiciel, par exemple, le point B, voilà, il devrait être bien placé. Ok, bon, voilà. C'est pour ça que la figure, parfois, ne dit pas tout. Ok. Donc, en gros, le but de l'exercice, ça va être de se ramener à un exo de seconde qu'on faisait. Le but de l'exo, pour faire simple, pour montrer que, tout simplement, le point G est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Et bien, le but de cet exo sera de se ramener à montrer que, tout simplement, la longueur JA égale la longueur JB, qui est égale à la longueur JC. Ok, donc en clair, je vais calculer 3 longueurs, comme on faisait en seconde. Et comme si ces 3 longueurs sont égales, bah, ça signifie que le point G est bien le centre du cercle qui passe par les points A, B et C. Et par conséquent, le point G, on peut dire, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Okay, puisqu'il passe effectivement par ces 3 points. Alors, bah, on y va. Donc, question 2. Donc, du coup, on rappelle vite fait les abscisses. Enfin, on rappelle vite fait chaque point. Ok, c'est coordonnées. Donc, des affixes, voilà. Des affixes de chaque point. Donc, on va les rappeler. J a pour affixe moins 1. I, pardon. Le point A pour affixe moins 3, moins I. Le point B a pour affixe moins 2 plus 4i. Alors, faites gaffe, vous voyez. Et le point C affixe 3 moins I. Donc, le but, c'est de calculer la longueur JA dans un premier temps. Longueur JA, bah, c'est tout simplement le module du vecteur JA. Ok. Le module du vecteur JA, bah, du coup, il va être donné par la relation suivante. Donc, du coup, à mon dire, c'est le module du vecteur JA. Bah, pour calculer l'affixe d'un vecteur, il va donc nous falloir l'affixe du vecteur JA. Ok. Pour avoir et donc, l'affixe du vecteur JA va être donné par ZA moins, tout simplement, ZJ. Ce qui veut dire, c'est le module de l'affixe de A moins l'affixe de J. L'affixe de A, du coup, c'est 3 moins I. Moins l'affixe de J. Donc, moins l'affixe de J, bah, moins I encore. Donc, du coup, ça fait 3 moins 3, moins 2i. Et donc, ça va être le module de moins 3, moins 2i. Et ça, bah, une formule pour calculer ça. Vous prenez la partie réelle que vous avez au carré. Donc, ça fait moins 3 au carré. Plus partie imaginaire que vous avez au carré. Donc, moins 2 au carré. Et ça, le tout sur la racine, bien évidemment. Ce qui fait donc racine carrée de moins 3 au carré, 9. Plus moins 2 au carré, c'est-à-dire 4. Ce qui fait donc racine carrée de 9 plus 4, 13. Ok. Alors, bah, maintenant, mon but, c'est de montrer que la longueur JB et longueur JC est identique, c'est-à-dire qu'elle vaut racine carrée de 13. Donc on va procéder de la même manière. Donc JB, pour calculer la longueur JB, et ben, je vais tout simplement dire que c'est le module du vecteur JB. Ce qui veut dire donc c'est le module
de l'affixe du vecteur JB. Et l'affixe du vecteur JB, il va être donné par la relation suivante. C'est ZB moins ZJ. Ok, ça, c'est l'affixe du vecteur JB. Et je prends bien son module. Du coup, bah, l'affixe de B, il était donné dans l'énoncé, c'était moins 2 plus 4i, moins l'affixe de J, qui était I. Donc, du coup, si je calcule, ça fait que c'est égal au module de moins 2 plus 3i. Normalement, si je parviens au bout du calcul, ça me fait donc, pour calculer ça, le module de moins 2 plus 3i. Et ben, je prends la partie réelle que j'élève au carré, moins 2 au carré, plus 3 au carré. Et ça, le tout dans la racine. Donc, ça fait racine carrée de moins 2 au carré, 4, plus 3 au carré, 9. Ce qui fait racine carrée de 13. Et donc, ça, c'est la longueur JB. Ensuite, je vais faire pareil, je calcule la longueur JC. Donc, longueur JC, ça va être le module du vecteur JC. Ok? Donc, le module de l'affixe du vecteur JC, si on va être précis. L'affixe du vecteur JC, bah, du coup, il va être donné par la relation suivante. Ça va être donc l'affixe de C moins l'affixe de J. Donc là, j'ai fait du calcul. L'affixe de C, il était donné dans l'énoncé, c'était 3 moins I, moins l'affixe de J. Donc l'affixe de J, c'était I. Ce qui fait donc que c'est égal à module de 3 moins de I. Et ça, bah, si on effectue le calcul, on va trouver le même résultat que précédemment. Donc, module de 3 moins de I, ça est donc partie réelle au carré, donc 3 au carré, plus partie imaginaire au carré, donc plus moins 2, le tout au carré. Ça fait racine carrée de 3 au carré, 9, plus tout simplement moins 2 au carré, 4. Donc ça fait racine carrée de 13, et bah ça correspond bien à JC, qui correspond, voilà. Donc conclusion, JA égale JB égale JC. Donc conclusion, J est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc quand je dis ABC, c'est au triangle ABC, mais normalement je sous-entends. Et son rayon, bah, en fait, c'est égal à la longueur JA, qui est égal à la longueur JB, qui est égal à la longueur JC. Et son rayon, donc, est égal à racine carrée de 13. Donc en fait, je calcule 3 fois le rayon de ce cercle. Il vaut racine carrée de 13. Voilà, donc ça c'est nickel. On a donc répondu à la question numéro 2 de ce sujet de bac. Maintenant, troisième question, c'est la plus intéressante en fait de notre sujet. On va donc calculer sous forme algébrique le nombre complexe b-c divisé par h-a. Et en déduire donc que les droites AH et BC sont perpendiculaires. Donc là, on ne vous a pas dit d'aller faire des arguments dans un premier temps. On vous a juste dit de calculer un complexe. Donc on vous a donné plusieurs complexes dans l'énoncé. Donc on vous donnait A égale, donc c'était quoi? Moins 3, moins I. B égale moins 2 plus 4i. Voilà, on vous a donné également C égale, donc là le conjugué de A, c'est-à-dire, non, pas tout à fait conjugué de A. On vous a juste donné que c'est égal à 3 moins I. Voilà, comme ceci. Et H, puisque c'est H qu'on demande, H on dit quoi? Et ben on dit que c'est égal à moins 2. Ok, le but c'est de calculer le complexe suivant, c'est-à-dire B moins C divisé par H moins A. Ok, bah on effectue le calcul et on voit ce que ça donne. B moins C, bah du coup je prends B. B c'est moins 2 plus 4i moins C. Alors C, bah du coup c'est 3 moins I. Donc ça va être moins 3 moins I, comme ceci. Ok, donc là j'ai bien, ici j'ai bien B. Ici j'ai bien C. Et je vais faire pareil au dénominateur. Bah, au dénominateur, du coup je vais prendre H. H, du coup, c'est égal à moins 2, moins l'affixe de A. Donc l'affixe de A, on va l'établir. L'affixe de A, bah, on vous le donne, c'est moins 3, moins I. Ok, donc ça c'est A. Et ça, donc ici, comme on a dit, c'est H. Après, bah, on va un petit peu simplifier tout ce bazar quand même. Donc ça fait moins 2 plus 4i dans un premier temps. J'ai une parenthèse précédée d'un signe moins, bah, tous les termes qui sont dans la parenthèse changent de signe. Donc là, à la place d'avoir un plus 3, j'ai moins 3. Et à la place d'avoir un moins i, j'ai plus 6. Le tout divisé par moins 2. Et là, pareil, j'ai une parenthèse précédée d'un signe moins. Donc tous les termes qui sont dans la parenthèse changent de signe. J'avais un moins 3, bah, ça devient plus 3. J'avais un moins i, il devient plus i. On finit le calcul. Donc là, j'ai moins 2, moins 3, ça fait moins 5. J'ai 4i plus 6, ça fait 5i. Au dénominateur, j'ai moins 2 plus 3,
ça fait tout simplement 1 plus si. Après, bah, pour sortir de ça, comment je m'en sors? Parce que là, a priori, c'est un peu compliqué. Sachant que moi, je n'ai pas le nom sous forme exponentielle. Parce que là, ceux qui ont vu la chose, ils pourraient se dire, bah, forme exponentielle, ça applique game et terminé. En effet, on pourrait mettre sous forme exponentielle, ça applique game, on va trouver un certain résultat. Mais sauf que le problème qu'il y a, c'est que là, on ne vous demande pas de l'écrire sous forme exponentielle dans le premier temps. On vous demande de l'écrire sous forme algébrique. Donc là, le problème que vous avez, c'est quoi? C'est le dénominateur. Le 1 plus i, là, il me dérange. Donc, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier 1 plus i par son conjugué. Conjugué de 1 plus i, c'est 1 moins i. Ok, comme ceci. Donc là, le numérateur et le dénominateur seront multipliés par 1 moins i. Ainsi, du coup, au numérateur, ça va me donner moins 5 plus 5i facteur 1 moins i. Et au dénominateur, bah, du coup, je vais développer. Alors là, si vous êtes assez à l'aise avec les identités remarquables, normalement, vous remarquez une chose. Ok. Là, en fait, vous avez une expression de la forme suivante. Donc, a moins b facteur a plus b. Voilà, bon. Peu n'importe. Vous pouvez inverser a plus b et a moins b. Voilà, c'est un produit. Dans tous les cas, pour développer ce genre d'identité remarquable, vous dites que c'est a carré moins b carré. Voilà. Et ça, cette expression est vraie, quel que soit ab réel, mais quel que soit ab complexe aussi. Donc, quel que soit ab appartenant à l'ensemble des complexes, cette identité remarquable reste vraie. Donc, du coup, au dénominateur, bah, j'aurai 1 au carré, moins le deuxième terme au carré, donc moins i au carré. Voilà. Et au numérateur, bah, du coup, il faut que je développe un coup. Donc, on y va. Au dénominateur, du coup, il me reste quoi? 1 au carré, ça fait 1. I au carré, c'est moins 1, mais comme j'ai un moins encore devant, ça fera tout simplement 1. Donc, en fait, ça fera 2, parce que j'ai 1 plus 1. Voilà. Donc, ça, petit rappel, peut-être certains ont oublié. En fait, quand vous avez i au carré, bah, ça fait moins 1. Mais comme il y a moins i au carré, bah, du coup, ça fait moins 1. Et donc, du coup, ça fait plus 1. Parce que moins par moins, c'est plus. OK? Alors, après, bah, je vais développer, comme j'ai dit, le numérateur. Donc là, on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Donc, le 5, je vais distribuer. Le moins 5, je vais distribuer à toute ma seconde parenthèse. Donc, ça fait moins 5 plus 1 fois 1. Donc, ça fait moins 5. J'ai moins 5 fois moins i. Donc, moins par moins plus. Et donc, ça fait 5 fois i, 5i. Pour le deuxième terme, donc le 5i, je vais distribuer à toute ma parenthèse. Donc, ça fait 5i fois 1. Donc là, ça refait 5i. Et ça fait 5i multiplié par moins i. Donc là, moins par plus, ça fait moins. Et ça fait 5i au carré. OK? Parce que i au carré, c'est égal à moins 1. On finit le travail. Donc là, je vais diviser par 2. I par 5i plus 5i, bah, c'est comme 5 patates plus 5 patates. Après, vous additionnez. Ça fait 10 patates. Vous réfléchissez pas quand vous faites ce genre de calcul normalement. Voilà, pareil. 5i plus 5i, vous ne réfléchissez pas. Vous dites ça fait 10 directement. Après, là aussi, un peu plus délicat. Donc là, on a moins 5, c'est bon. C'est le moins 5i au carré. Bah, moins 5i au carré, c'est la même opération tout à l'heure. I au carré, c'est moins 1. Moins i au carré, bah, il se trouve que tout simplement, ça fait 1. Donc en fait, c'est 5 fois 1 qui fait 5. Du coup, je simplifie parce que j'ai moins 5 plus 5, ça fait 0. Et ainsi, du coup, si j'écris ce complexe de manière très propre, donc j'ai 10i divisé par 2, ça fait 5i. Voilà. Donc b moins c sur h moins a égale 5i. OK? Alors, du coup, ce complexe, bah, en effet, si on l'aurait dès cette étape-là, avant que je multiplie par 1 moins i au numérateur et au dénominateur, j'aurais pu déjà écrire ce complexe sous forme exponentielle et procéder à trouver l'argument. Parce qu'en fait, la deuxième partie qui vous dit d'en déduire que les droites AH et BC sont perpendiculaires, bah, ça revient tout simplement à aller chercher un argument. OK? Sauf que pour aller chercher l'argument, bah, le plus simple, c'est de passer par la forme exponentielle. En effet, c'est une façon assez simple. Mais comme le sujet imposé de faire le calcul sous forme algébrique, bah, du coup, on a fait sous forme algébrique le calcul. Et donc, on arrive à 5i. Maintenant, bah, l'idée pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, ça va être comme pour les vecteurs. C'est-à-dire que pour les vecteurs, on avait un critère. Vous vous souvenez, il fallait démontrer que les vecteurs soient orthogonaux. Voilà, ça, c'est ce qu'on faisait dans le plan réel. Nous, dans les complexes, pour démontrer que deux droites sont perpendiculaires, on va tout simplement montrer qu'on a... C'est encore même plus simple la méthode. Pour démontrer que deux droites sont perpendiculaires, on va tout simplement montrer qu'entre ces deux droites, j'ai un angle de 90 degrés, ou pi sur 2 radians. OK, plus ou moins. Tout dépend après dans quel sens je le prends. Alors du coup, bah là, je vais réciter ma définition. Or, du coup, ça c'est une définition courte que vous devez avoir en tête, ou une propriété. Moi, j'avais intitulé ça plutôt propriété. Or, du coup, l'argument du complexe que vous venez de calculer, donc du complexe B moins C, divisé par H moins A, bah, c'est égal à quoi? C'est égal à un angle orienté.
Donc pour l'angle orienté, ça, pareil, il y en a qui ont un peu de mal avec ça. Donc du coup, il faut essayer de se rappeler. Donc pour l'angle orienté, je vais tout simplement prendre l'angle, je vais prendre ce qui est en bas. Et ce qui est en bas, c'est le premier. C'est le premier vecteur qui est en haut. Donc là, h moins a, ça me donne un complexe. Ok, c'est la fixe d'un vecteur. Et donc ça va me donner par la suite un vecteur. Donc ici, h moins a, bah, c'est en réalité la fixe du vecteur AB. Pardon. Donc la fixe du vecteur AH. Donc ici, j'aurai AH. Ok, puisque je parle donc. Et après, pareil, d'après la propriété ici, bah, B moins C, du coup, ça va me donner un second vecteur. Ça va me donner le vecteur CB. Ok, nickel. Donc ça, par définition, vous dites que c'est égal à ça. Or, bah du coup, tout simplement, on a dit que B moins C sur H moins A, c'était égal à 5i. Donc, ce qui signifie que si je prends l'argument de ce réel, donc cela signifie que argument de B moins C sur H moins A, qui est égal donc l'angle orienté entre AH et CB, bah c'est égal à l'argument de ce. Ça sera donc égal à la chose suivante. Donc on pourra dire que l'angle entre le vecteur AH et CB, bah, c'est l'argument de ce complexe-là. C'est-à-dire donc l'argument de 5i, c'est-à-dire pi sur 2. Donc là on finit ça, c'est-à-dire que AH et CH, enfin AH et CB plutôt, l'angle orienté entre les vecteurs AH et CB, bah, c'est égal à l'argument de 5i. Et l'argument de 5i, bah, du coup il se trouve que ça fait un nombre qui est égal à la chose suivante, donc pi sur 2, radian. Ça, pareil, modulo de pi. Alors, pour vous rappeler pourquoi je trouve pi sur 2 tout court. Alors, j'ai modulo 2pi par habitude, mais pourquoi on trouve pi sur 2? C'est parce qu'en fait, vous avez un complexe qui est réel, ok? Et donc, un nombre complexe qui est réel, et forcément, ça va partir à plus haute, ok? Voilà. Et ça, on a vu ça dans la vidéo de cours sur les complexes, donc sur l'argument d'un complexe. Bah, dès que le complexe est positif, automatiquement, dès que vous avez un complexe et que c'est tout simple, c'est un nombre, imaginaire pur, et qu'il est strictement positif, cet imaginaire pur, l'argument automatiquement il est égal à pi sur 2. Ok, bravo. Alors du coup, si je reviens sur ma figure, parce que peut-être vous visualisez pas bien la chose. Donc, du coup, là, on vient de montrer quoi? Eh bien, on va montrer que tout simplement les droites AH et BC, donc ces deux droites-là, elles sont perpendiculaires. Entre ces deux droites-là, j'ai un angle de 90 degrés. Ok. Donc, conclusion, comme j'ai un argument de pi sur 2, et je peux dire que AH et CB perpendiculaires. Voilà, donc là c'est la question 3. Question numéro 4. Question 4, donc on dit que en note G, le centre de gravité du triangle ABC, détermine donc la fixe petit g du point G. Et donc on nous demande de placer G sur cette figure. Alors ça c'est un petit mot, peut-être vous ne connaissez pas. Mais en fait, peut-être vous connaissez en physique ce qu'on appelle le barycentre. Je ne suis pas sûr. En tout cas, bon, c'est pas au programme, mais si vous le connaissez, c'est très bien. Ça va vous aider à mieux comprendre le centre de gravité. Pour qu'on ait un centre de gravité sur un triangle, l'idée va être très simple. C'est d'avoir une égalité en termes de vecteurs, ok? Et notamment en termes de 3. Enfin, c'est-à-dire que vous avez, sur un triangle, donc vous avez possibilité de faire 3 vecteurs. Et donc l'idée, c'est que quand vous additionnez ces 3 vecteurs-là, donc 3 vecteurs qui iront vers un point, et l'idée, quand vous additionnez ces 3 vecteurs-là, normalement la somme doit être égale au vecteur nul. Ce qui veut donc dire que concrètement, on va dire que G est le centre de gravité. Donc de ABC. Si et seulement si, et vecteur GA plus vecteur GB plus vecteur GC est égal au vecteur nul. Ok, si la somme de ces 3 vecteurs est nulle, et automatiquement, c'est-à-dire que G c'est le centre de gravité du triangle ABC. Donc, du coup, d'un point de vue avec ce que nous avons, d'un point de vue des arguments, qu'est-ce que ça va me donner? Ou bien d'un point de vue des affixes, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner que tout simplement l'affixe du vecteur GA plus l'affixe du vecteur GB plus l'affixe du vecteur GC, ça est égal à l'affixe du vecteur nul.
Du coup, il se trouve que la fixe du vecteur nu est égale à 0. Donc, on va voir a fixe du vecteur G. Bah, ça, par définition, comment je calcule ça? Et bah, G c'est égal à la fixe du vecteur du point A moins la fixe de G. Plus la fixe du vecteur GB. La fixe du vecteur GB, bah, comment je calcule ça? Ça, pareil, c'est une définition. Je dis que c'est égal à la fixe de B moins la fixe de G. Plus, troisième chose, la fixe du vecteur GC. Comment je calcule ça? Et bah, du coup, je dis que c'est égal à la fixe de C moins la fixe de G. Ok. Conclusion, j'ai A fixe de A plus A fixe de B plus A fixe de C moins 3 fois la fixe de G qui est égal à 0. Conclusion, j'ai donc 3 fois la fixe de G dans un premier temps qui est égal à la fixe de A plus la fixe de B plus la fixe de C. Conclusion, j'ai donc la fixe de G qui est égale à la somme de ces trois affixes divisé par 3. Donc ZA plus ZB plus ZC divisé par 3. Nickel. Et après, bah, je fais mon petit calcul. Donc, A fixe de G égale. Donc, je prends la fixe de A qui m'est donnée dans l'énoncé. C'est tout simplement moins 3 moins I. Plus la fixe de B. A fixe de B, alors, du coup, c'est moins 2 plus 4I. Plus la fixe de C. A fixe de C, du coup, ça m'était donné, c'était plus 3 moins I. Le tout divisé par 3. Donc, on finit le calcul. Ça me donne que la fixe de G est égale. Donc, on regroupe les parties réelles ensemble. Donc, j'ai moins 3, moins 2, plus 3. Donc, conclusion, il me reste moins 2. Pour les parties imaginaires. Donc, j'ai moins I, plus 4I, encore moins I. Bah, du coup, j'ai au total 4I. Donc, moins 2 plus 4I divisé par 3. Et après, bah, en général, on aime bien scinder. Donc, on dit que la fixe de G égale moins 2 tiers plus 4 divisé par 3 I. Ok, donc ça, c'est la fixe de G. Alors non, faites gaffe, quand j'ai dicté, je suis allé un peu trop vite, j'ai simplifié trop vite dans ma tête. J'ai moins I plus moins I, ça fait moins 2I, et plus 4I, là, ça fait tout simplement 2I. Ok, donc 2 tiers de I. Ok, voilà, parce que j'ai moins 2 plus 4I. Donc quand vous additionnez les termes en I, ça fait juste 2, ça fait juste 2I. Et après, quand je simple, ça fait 2 tiers de I. Ok, voilà. Donc ça, c'est bon. Donc on demande de placer ce point G sur la figure. Donc là, pareil. Ah, d'ailleurs, je n'ai même pas placé le point G, le centre de gravité. Donc, enfin, justement, on va placer ce point G sur la figure, le centre de gravité. Donc le centre de gravité, on a dit ses coordonnées. Bah, c'est tout simplement donc moins 2 tiers plus 2 tiers de I. Ok, donc moins 2 tiers, je sais bien le placer. Avec une unité graphique de 2, c'est un peu compliqué. Donc moins 2 tiers, c'est un peu... Donc là, vu que c'était 2 cm, moins 2 tiers, c'est environ, dans ce cas-là, 1,3. Et donc là, le point G, il se trouve là. Donc là, vous montez, vous déplacez de 1,3 ici, sur l'axe des abscisses, vers la gauche. Et sur l'axe des ordonnées, vous montrez de 1,3 pour avoir à peu près 2 tiers. Voilà. Et après, donc, là, c'est le centre de gravité, vous venez de placer. Donc, petite découverte. Vous avez découvert ce que c'est que le centre de gravité. Donc, cette vidéo ne vous a pas été utile, j'espère. Il ne nous a pas été inutile, je veux dire, j'espère, pour ça. Alors, du coup, cinquième question. On va avancer. Donc, on dit que montrer que le centre de gravité G et le centre du cercle circonscrit J et l'orthocentre H du triangle ABC sont alignés. Alors, du coup, sur le point H, on dit juste qu'on admet que le point H est l'orthocentre du triangle ABC, c'est-à-dire donc le point d'intersection des trois hauteurs du triangle. Et sur le point H, on nous a donné son affixe, c'est super. Donc, on y va. Donc, je remets toutes les affixes qu'il nous faut. Donc, GG, son affixe, c'est moins 2 tiers plus 2 tiers de I. G, l'affixe de H, égale moins 2. Et j'ai un dernier point, donc c'est lequel? C'est tout simplement le centre du cercle circonscrit J. Donc là, le centre du cercle circonscrit, son affixe, on avait dit que c'était égal à I. Ça, c'était donné directement par le sujet. Donc, en fait, il va falloir vérifier que ces 3 points sont alignés. Pour vérifier que 3 points sont alignés, eh ben, c'est comme dans le plan. C'est-à-dire qu'il va falloir vérifier qu'on a des vecteurs qui sont collinéaires. Donc, c'est ça l'idée. Donc, de montrer, par exemple, que le vecteur GH est collinéaire au vecteur GJ. C'est une possibilité que l'on peut avoir. Donc, pour cela, on va dire,
Donc, je vais exprimer d'abord la fixe du vecteur. Donc, on va dire. Donc là, pour montrer, ça va être très simple. Je vais dire que a fixe du vecteur GH égale. Donc, c'est la fixe du point H moins la fixe du point G. Donc, la fixe du point H, c'est moins 2, moins la fixe de G. Donc, c'est-à-dire moins 2 tiers plus 2 tiers de I. Ce qui nous donne donc moins 2 plus 2 tiers moins 2 tiers de I. Ce qui nous fait donc mise au même dénominateur. Donc là, je multiplie la première fraction par 3. Donc ça va nous donner moins 6 tiers plus 2 tiers. Ça fait moins 4 tiers moins 2 tiers de I. Ok, donc ça c'est la fixe du vecteur GH. Maintenant, deuxième idée, c'est de calculer la fixe du vecteur tout simplement GJ. En fait, l'idée, pour montrer que mes 3 points, G, H et J, sont alignés, et ben, l'idée, c'est de montrer que j'ai bien proportionnalité entre la fixe du vecteur GH et la fixe du vecteur JJ. Donc, en même temps, je vais calculer, et ben, je vais trouver ce coefficient de proportionnalité qui me permet de passer d'une affixe vers une autre. Ok, donc on va faire ça. Donc, la fixe du vecteur JJ, ben, par définition, je dis que c'est la fixe de J moins la fixe de G. A fixe de J, ben, du coup, comment je fais? Et ben, la fixe de J, on l'a donné dans le sujet, c'est égal à I. Moins la fixe de G, donc je l'ai calculé précédemment, c'est moins 2 tiers, plus 2 tiers de I. Du coup, après, si vous calculez bien, vous avez I plus 2 tiers, moins 2 tiers de I. Mise au même dénominateur. Donc là, pour la partie réelle, j'ai 2 tiers. Pour la partie imaginaire, du coup, qu'est-ce que j'ai? Et bien, pour la partie imaginaire, j'ai I moins 2 tiers de I, ce qui fait donc exactement 1 tiers de I. Ok? Et là, ben, en fait, si vous remarquez bien, il y a bien une relation de proportionnalité entre l'un et l'autre. Donc, en effet, tout simplement, à la fin, donc j'avais moins 4 tiers, moins 2 tiers de I. Là, j'ai 2 tiers, moins 1 tiers, plus 1 tiers de I. Donc, en fait, non seulement j'ai divisé la fixe du vecteur GH par 2, tu vas regarder bien, et non pas par 2 tout court, hein, j'ai divisé par moins 2. Donc, en fait, en clair, j'ai moins 1,5 à fixe du vecteur GH. Donc ça, c'est la fixe du vecteur JJ. Conclusion. Du coup, ce que je peux dire, c'est que GH et JJ collinéaires. Donc ces deux vecteurs, comme ils ont des affixes proportionnels, ils sont forcément collinéaires. Ok, puisque là, on a un rapport qui permet de passer d'une affixe vers l'autre. Et de plus, donc comme ils sont collinéaires et qu'ils ont un point en commun, ok, deux vecteurs qui sont collinéaires et qui ont un point en commun, donc ici le point G, et bah, ça nécessite forcément que ces trois points sont alignés. Donc G, H et J alignés. Et en fait, ça, c'est pas un hasard. Ça, le fait que les points G, H et J soient alignés, et bah, ça traduit une droite que peut-être vous connaissez en mathématiques, c'est la droite de l'aire. Ok, ça là, la droite qui passe à la fois par le point H, par le point G et par le point J, c'est une droite particulière, c'est appelé la droite de l'aire. Donc là, je vais vous la tracer parce qu'elle est très très célèbre. Je vous en ai entendu parler au moins une fois dans votre vie, c'est très bien. Ça, c'est la droite de l'aire. C'est la droite qui va passer par l'orthocentre donc par l'orthocentre, par le centre de gravité du triangle, mais également par tout simplement par le centre de gravité du triangle et par le centre de cercle circonscrit. Donc ça, c'est la droite de l'aire. Elle passe par tous ces points dans le centre de gravité du triangle. Donc le centre de gravité du triangle ici, c'était le point G. Ok. Elle passe également par le centre du cercle circonscrit. Et elle passe également par l'orthocentre du triangle. Voilà. Donc ça, c'est la droite de l'aire. Vous pourrez vous renseigner dessus. Et en fait, d'après le mathématicien Euler, donc qui date du XVIIe siècle, voire XVIIIe siècle, et ben en fait, tout simplement, à chaque fois que vous êtes dans un triangle non plat, en tout cas, et même plat d'ailleurs, on peut le généraliser, et ben du coup, vous avez comme ça l'alignement de ces trois points, aussi bien de l'orthocentre que tout simplement du centre de gravité, que tout simplement également de cercle circonscrit, du centre du cercle circonscrit. Voilà. Donc ça, voilà encore une petite chose que vous avez appris. Bon, c'est bien, je vous apprends plein de choses. Ça me permet de apprendre plein de choses dans cette vidéo. Plein d'anecdotes mathématiques. On termine avec la question numéro 6. Alors, question numéro 6, donc on va commencer par ici, ça. On va bien le lire ce coup-ci. Donc, déterminer la fixe du point K. Alors, on vous dit ici, point K.
dans l'énoncé, c'est le milieu du segment H. Alors faites gaffe parce qu'en fait, A' dont on vous donne la fixe, d'ailleurs, que je vais noter quelque part, pas trop loin. Donc A', son affixe, c'est 1 demi plus 3 demi I. Ça, c'est le milieu de BC, le point A'. Tandis que le point K, qu'on recherche la fixe, et ben, c'est le milieu du segment AH. Ok. Donc du coup, AK, pardon. Ok. Ça, c'est super important que AH, pardon. Et ça, du coup, c'est le point K. Donc ça, c'est super important qu'on ait en tête. Et c'est ça qui va nous permettre de démarrer. Alors, soit, bon, vous avez la formule G en tête, ou soit vous allez faire comment? Vous allez dérouler tout un raisonnement qui, vous allez voir, est logique aussi. Donc, on va dire que K est le milieu de la chose suivante. Donc, milieu de AH. Faisons gaffe. K milieu de H, bah, ça signifie la chose suivante. D'un point de vue de longueur, bah, ça veut dire que j'ai une égalité de longueur. Ok. Ça veut donc dire que par exemple, si je prends la longueur AK, bah, c'est la moitié de la longueur, tout simplement, de la longueur H. Donc ça, c'est ce que je peux dire dans un premier temps. Donc K milieu du segment H, bah, je dis juste que la longueur AK, c'est la moitié de la longueur H. Ok, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bah, du coup, d'un point de vue vectoriel, comme les points A, K et AH sont alignés, et bah, tout simplement, on peut dire d'un point de vue vectoriel que cette égalité de longueur est équivalente à une égalité de vecteur. Donc, ça veut dire vecteur AK égale 1 demi vecteur AH. Ok, puisque là, en fait, dans l'ordre des lettres, dans la façon dont j'ai posé l'ordre des lettres, automatiquement, donc si vous imaginez votre situation, AK égale 1 demi de H, vous avez point A, vous avez point H quelque part. Le point K, il est forcément obligé de venir là. Pour que la longueur AK soit égale à 1 demi de la longueur H, et bien le point K, il est obligé de venir là. Ok, il ne peut pas venir en arrière. Enfin, d'un point de vue longueur, on pourrait, mais ça n'aurait pas de sens. Donc du coup, on va imposer ici que le point K vienne bien entre les deux comme ceci. Voilà. Donc du coup, AK égale à 1 demi H, comme ceci. Donc du coup, comme ça, ils sont bien collinaires. En plus, ils vont dans la même direction. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, d'un point de vue vectoriel, maintenant. Et donc, d'un point de vue des affixes, affixe du vecteur AK égale 1 demi de l'affixe du vecteur H. Ok. Du coup, l'affixe du vecteur AK, ça, c'est une définition. C'est l'affixe de K moins l'affixe de A. Et l'affixe, et donc ça, je vais dire que c'est égal à 1 demi de l'affixe du vecteur H. L'affixe du vecteur H, bah, du coup, c'est l'affixe de H moins l'affixe de A. Moi, j'ai l'affixe de K, je ne me rappelle pas. J'ai l'affixe de K égale 1 demi, affixe de H moins affixe de A, plus affixe de A. Ok, on y va. Donc, l'affixe de K égale 1 demi, affixe de H. Donc, affixe de H, j'ai dit, c'est moins 2. Moins l'affixe de A. Affixe de A, du coup, c'est moins 3, moins I. Ok. Plus affixe de A. Donc, affixe de A, c'est encore moins 3, moins I. Ok. Conclusion, l'affixe de K égale, donc là on fait un peu de calcul, ça fait 1 demi facteur moins 2 plus 3 plus I. Pareil, j'ai une parenthèse, elle est précédée d'un signe moins, donc tous les termes de la parenthèse changent de signe. Et après, donc j'ai toujours mon moins 3 moins I tout seul. Affixe de K égale 1 demi facteur, moins 2 plus 3, 1 plus I. Moins, donc moins 3 moins I. Affixe de K égale, donc là, petit développement, ça fait 1 demi fois 1, 1 demi, plus 1 demi I, moins 3 moins I. Conclusion, affixe de K égale. Donc là, je regroupe les parties réelles ensemble, donc j'ai 3 moins 1 demi, ça fait donc moins 5 demi. Et pour la partie imaginaire, j'ai moins I, moins 1, plus 1 demi. Donc ça fait moins 1 demi I. Ok, donc ça, c'est l'affixe de K. Alors du coup, maintenant, je vais placer ce point K sur ma figure. Donc c'est moins 5 demi, moins 1 demi I. Donc moins 5 demi, bah, on a 2,5. Donc là, j'ai mon 1, 2,5. Et moins 1 demi, bah, moins 1 demi, je descends tout simplement. M'embête pas. 2,5. Donc ça fait une unité sur mon graphique. Donc ça me donne ce point-là. Alors faites gaffe, parce que si vous avez mal l'énoncé, bah, vous pouvez vous faire avoir comme ça. Ok. Et là, bah, par ailleurs, on vérifie bien que AK égale 1 demi H sur la figure. Voilà. Nickel. Alors maintenant, dernière question, et c'est là où il faut bien regarder aussi sur vos figures si elle vous paraît correcte. Pareil au bac, si vous voyez que votre figure elle est un peu bizarre, que bah il y a ça, ce que vous voulez représenter n'est pas représenté,
et bah, ça veut dire que vous avez fait une erreur de calcul quelque part. Donc reprenez la question précédente et voyez où j'avais fait l'erreur de calcul. Parce que ça aussi, ça arrive très fréquemment. Donc on doit démontrer ici que le quadrilatère, donc je vais vous schématiser avec mes mains, que le quadrilatère KH A'J est un parallélogramme. Ok, donc ce quadrilatère là. Ok. Donc pour démontrer que ce quadrilatère est un parallélogramme, je dois démontrer comme ça une égalité de vecteurs. Ce qui veut dire donc une égalité en termes d'affixe, si je veux dire ça plus clairement. Donc du coup, et bah pour cela, dans un premier temps, je peux dire que on va calculer l'affixe du vecteur A'H et ensuite l'affixe du vecteur JK. Ok, donc let's go. Donc ça on y va. D'une part, affixe du vecteur, donc ici on a dit A'H, comme ceci, égal, donc c'est l'affixe de H moins l'affixe de A'. L'affixe de A, bah du coup je dis que c'est moins 2, moins l'affixe de A'. Donc A', là on nous donnait, c'était moins du coup, 1 demi plus 3 demi I, comme ceci. Je finis, donc ça fait moins 2, moins 1 demi, moins 3 demi I. Ce qui fait donc, alors ça fait comme si j'avais moins 2, moins encore 0,5, ça fait moins 2,5, c'est-à-dire 5 demi, moins 5 demi. Et donc moins 3 demi I. Maintenant, il faut espérer que l'affixe du vecteur prochain qu'on va calculer, donc ici je calcule l'affixe du vecteur AH, et bien maintenant, il faut espérer que l'affixe du vecteur JK est identique. Donc affixe du vecteur JK. Donc on va dire d'autre part. Affixe du vecteur JK égale, donc c'est l'affixe de K moins l'affixe de J, donc du coup l'affixe de K, on a dit quoi? Bah l'affixe de K, il faut reprendre le calcul précédent qu'on avait fait, normalement on l'avait bien obtenu aussi, donc l'affixe de K c'était moins 5 demi, moins 1 demi, donc c'était moins 5 demi, moins 1 demi I, moins l'affixe de J, donc l'affixe de J, ici on l'avait dit c'était égal à I, donc du coup bah là c'est parfait, ça fait moins 5 demi pour la partie réelle, par partie imaginaire ça fait moins 3 demi I. Et ça, donc, je dis que c'est égal à l'affixe du vecteur A'H. Conclusion, j'ai donc égalité entre deux affixes. Donc, conclusion, mes deux vecteurs sont égaux. Donc ça, conclusion, ça permet de dire que, du coup, comme j'ai égalité des affixes, bah, j'ai égalité forcément entre mes deux vecteurs. Donc, JK égale vecteur AH'. Conclusion, donc, par définition, je dis que le quadrilatère, donc là, je vais donner dans le bon sens. Donc, le bon sens, c'était quoi? C'était KH. Donc KH A'J est un parallélogramme. Voilà. Donc ça me permet de dire que j'ai un parallélogramme et ça finit l'exo. Comme en seconde. Donc vous voyez qu'à l'ancien bac, bah finalement, des complexes c'était pas mal. Ça rapportait beaucoup de points si on était bon. Et par contre, en effet, oui, pour ceux qui ramaient, c'est pas évident, je le sais. Donc c'est pour ça que maintenant, le nouveau bac, il est considéré plus facile parce qu'on a plus ces parties difficiles comme les complexes. Aussi le calcul intégral qui se fait en spécialité maths et qui pouvait vraiment être un frein pour beaucoup d'élèves. Là, on a beaucoup moins de parties comme ça difficiles. Et maintenant, bah, il y a juste les parties un peu les plus simples, entre guillemets, qui ont été conservées à l'examen. Voilà. C'est pour ça que du coup, 3e trimestre, bah, pour ceux qui auraient vu leur moyenne chuter, c'est tout à fait normal. Ou qui verront leur moyenne un peu chuter, c'est normal. Parce que le 3e trimestre, il y a assez technique. Il y a beaucoup de choses techniques qu'on voit, que ce soit en spécialité. Bon, et en maths expert, bien évidemment aussi, parce qu'en maths expert, forcément, bah, soit vous terminerez le chapitre comme je le fais là, ou soit bah, vous vous dirigerez vers d'autres aventures. Ok. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je ne vais pas en dire plus, j'en ai déjà dit beaucoup trop. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon reste à toi, mathématiques.